En fait, c'est ça l'audace. L'audace, c'est se dire, je peux le faire. Et je vais le faire. Et surtout, je vais le faire. En sport, on le sait très bien ça. On se nourrit de l'échec. On le transforme et on en fait une qualité. On garde le positif dans l'échec. Voilà, c'est ça. Bienvenue dans les coulisses de l'audace, un podcast chaleureux et intimiste qui entend donner la parole à des personnalités atypiques, lesquelles ont fait preuve du courage et de l'audace requise pour honorer leurs rêves et autoriser une vie hors des sentiers battus. Je m'appelle Cindy Trière, auteure, conférencière motivationnelle et j'ai un leitmotiv, celui d'inspirer, motiver, insuffler l'énergie requise pour accompagner avec entrain votre réussite. Vous souhaitez prendre votre envol, nul doute, je serai votre tremplin. Avec toute mon affection et ma conviction profonde selon laquelle il est possible de rêver grand, de rêver fort, de rêver loin. Il m'a fait l'honneur de regagner les studios Tremplin. Mesdames, messieurs, me voici ce jour aux côtés de Silvio Catanosso, monument de l'haltérophilie française. Champion universitaire dans les années 70 avec plus de 17 sélections en équipe de France, il revient sur le devant de la scène à l'âge de 64 ans après 38 années d'arrêt, enchaînant les titres. 4 fois champion de France Master, champion d'Europe en 2023, champion du monde en 2024. À 67 ans, il vise le triplé France, Europe, Monde. Une quête à la mesure de sa détermination. Place à un homme d'exception qui soulève les poids et les cœurs. Cher Silvio, mais quel bonheur de t'accueillir. Bonjour. Comment vas-tu? Mais très bien, je te remercie. Tu as fait bonne route, hein? Oui, oui, oui. Que je sais que ton emploi du temps est extrêmement chargé, donc merci pour l'honneur de ta présence ce jour. J'ai pris le temps et il fallait. C'est écoute, rien qu'un honneur aussi, partagé. C'est parfait. Alors écoute, moi j'ai grande hâte de parler de ce parcours qui est le tien parce qu'il est tout simplement hors du commun. Il est passionnant. Mais avant toute chose, j'aimerais que l'on remonte le temps et te poser la question suivante. Quel était le petit Silvio garçon? Oui, bonne question. Et ben en fait, j'étais un petit garçon très discret. Oui. En fait, je suis l'aîné d'une fratrie, hein, et ben on m'entendait pas beaucoup. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Non, j'étais assez timide et puis j'étais pas introverti, mais voilà. C'est-à-dire que j'avais quand même un frère qui était très terrible, qui était terrible, C'est franchement. vrai. Ouais, ouais. Donc c'est peut-être pour ça, je sais pas, pour pouvoir compenser. Donc oui, non, j'étais un petit garçon, tout ce qui a pu normal, et on me disait relativement bien gentil. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Toi, Ouais, t'es ouais. pas devenu méchant, mais Non, toi, hein. non, On non, est non, bien non. d'accord, hein. Non, mais c'est vrai qu'on aimait bien m'avoir parce qu'en fait, bah, c'était tout sans problème. Oui, j'étais un petit garçon sans problème en fait. Et Ouais. tu avais combien de frères ou sœurs? Et j'ai un frère et une sœur et on se suivait tous d'un an. Oh oui, Ouais, 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 d'accord. Donc ouais. il y avait une jolie complicité malgré tout entre Absolument. vous. Ah ouais, 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 c'est vrai qu'on a gardé d'ailleurs. Ah bon, mais formidable. Alors écoute, moi j'aimerais te poser une question, à savoir qu'est-ce qui t'a poussé en 1974, me semble-t-il, Mhm. puisqu'il faut le dire, tu es né à la fin des années 1950, je Je crois. suis né en 1958 très 58, exactement. Ouais. ok, très exactement. Qu'est-ce qui t'a poussé vers l'haltérophilie? Parce que c'est quand même une grande partie du sujet de ce jour. Est-ce que c'était une vocation? Est-ce que c'était un coup de cœur? Est-ce que c'était un pur hasard? Dis-nous tout. Eh bien, en fait, il faut savoir que mon père était déjà un champion d'haltérophilie, mais je n'aimais pas particulièrement ce sport. Moi, j'aimais les sports collectifs. J'ai commencé, non pas par les sports collectifs, mais par la gymnastique. J'avais 8 ans. Ensuite, j'ai fait de l'athlétisme vers mes 10 ans à peu près. J'aimais courir, j'aimais les Oui. sprints, j'aimais aussi les longues distances. Et puis, en fait, j'aimais tous les sports. J'étais vraiment un fou de sport dès mon plus jeune âge, quoi. Et donc, j'ai fait du football, j'ai fait du handball, j'ai fait du basket, j'ai fait des sports de combat. Et puis, vers l'âge de 13, 14 ans, effectivement, eh ben, je suivais mon père en salle. Et puis, à un moment donné, eh ben, il m'a un petit peu, il m'a un peu forcé la main, mais
gentiment. Et Oui. puis, il m'a appris la technique de base, et puis j'ai trouvé ça bien. Alors que quand j'étais plus jeune, vraiment, ça ne me plaisait pas trop, quoi. Et Ça puis, te rebutait en fait? C'était quoi qui te non, bah, dérangeait c'est dans parce ce qu'en sport au fait, il faut savoir départ? qu'avant 1972, notamment, il y avait trois mouvements olympiques. Et il y en avait un qui était traumatisant. Ça faisait mal au dos, Oui. c'était très technique, et puis c'était très long. Et quand on est un petit garçon et que son père l'emmène dans les compétitions, ben on s'ennuie. Une fois que j'étais ado, ils ont supprimé ce troisième mouvement et on s'est retrouvé sur deux mouvements plutôt techniques, plutôt relativement faciles, en tout cas pour ce qui me concerne. Et puis, bah, j'ai sauté le pas, naturellement, on va dire, parce qu'avec la compétition, bah, je progressais et puis ça me plaisait de Mais gagner. c'est assez extraordinaire quand même parce que tu as touché un peu à tout et tu as dit que tu avais pratiqué l'athlétisme. Alors on a ceci en commun. Je l'ai pratiqué également à haut niveau et je faisais du sprint pour beaucoup. Et Ouais, j'avais cette affinité, cette appétence pour ce sport-là. je comprends. Et du coup, ce qui me fascine, c'est qu'il faut quand même qu'on rappelle un petit peu ton palmarès, c'est-à-dire qu'au départ, tu n'étais pas a priori destiné à ce sport, Hum. mais si tu me le permets, je vais simplement dire ceci, tu as été champion universitaire, 12 à 13 fois champion, j'ai plus su calculer, de France, et 17 fois sélectionné en équipe nationale. C'est quand même extraordinaire. Et à quel moment finalement, est-ce que tu as compris que tu avais ce talent ou cette aptitude, cette prédisposition à ce sport? Ben, en fait, de 14 à 17 ans, ou 16 ans, j'ai continué à faire mes autres sports en même temps que l'haltérophilie. Très bien. Hein, parce que vraiment, j'adorais ça, quoi. Hein, tous les sports, c'était vraiment, j'étais un fou de pratique sportive. Et puis, vers l'âge de 17 ans à peu près, on m'a proposé sport-études à l'INSEP. Et à partir de là, ça a changé complètement, puisque avant, je m'entraînais deux, voire trois fois dans la semaine, c'était vraiment pas grand-chose, hein. Et à l'INSEP, sport-études, ben, c'était plusieurs fois par jour. Et oui, tout à Et fait. pendant 2 ans au minimum. Donc c'est vraiment à partir de ce moment-là où je me suis dit, ok. Et puis je m'étais toujours dit, de toute façon, à partir de 15 ans, et il faudra que je choisisse un sport. Il faudra que je sois vraiment focus sur une seule activité sportive, parce que le reste, sinon on devient moyen partout, mais c'est pas ce que j'avais envie. Tu avais déjà cette lucidité-là à 15 ans. Je l'ai même eu plus tôt parce que, en fait, quand j'ai commencé l'athlétisme, c'était vraiment le sprint qui m'intéressait. Oui. J'avais 7 ans, je crois, hein, et mon père m'a amené sur un stade, et là, j'ai demandé à courir avec les autres enfants, sauf qu'ils avaient 7 ou 8 ans. Et comme j'avais toujours battu, moi, dans les cours d'école, tous les autres enfants, je me mets à courir et ils me battent tous. Et vraiment, j'ai pas compris. Et je suis pratiquement sûr que ça a été un déclic pour moi. Plus jamais, plus jamais ça. Je veux gagner, je veux pas me faire battre. Voilà, et ensuite ça m'a suivi tout le long de ma carrière sportive en fait. Tu étais déjà dans l'esprit de compétition, Ouais, en ouais, fait, j'ai c'est toujours ça? eu cet esprit-là en fait, Ouais. toujours. L'envie, le besoin de De, de, gagner. de gagner, de me surpasser et de ne pas me faire battre. Oui. Tout en respectant ceux qui me battent, puisque je me dis toujours, ben, ils sont plus forts que moi, ils sont meilleurs, mais je ne vais pas leur rendre la tâche facile. Et j'ai toujours eu cet esprit-là, même enfant, Ben, c'est toujours. tout à ton honneur parce que quelque part ça a forgé l'homme que tu es et à tel point que tu me disais que tu avais plusieurs entraînements par semaine, tu as dû quand même en faire quelques-uns parce que si je continue à étayer ton palmarès, tu as pas moins que décroché les minima pour participer aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 1984. C'est pas rien tout de même. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, il y a ce qu'on appelle des minima du CIO, Comité international olympique, Oui, qui sont imposés pour tous les pays, qui sont toujours les mêmes. Et ensuite, il y a des minima qui sont imposés par la fédération nationale. d'accord. Donc j'avais réussi les minima internationaux et je n'avais pas les minima demandés et requis pour pouvoir aller au jeu. Et en fait, on était beaucoup d'appelés et peu d'élus. Et en fait, il n'y a eu que deux athlètes qui sont allés aux Jeux Olympiques en 84, alors qu'on avait été une quinzaine à avoir les minima imposés par le CIO. Oula, ça a dû être quand même une sacrée douche froide. Comment est-ce que tu as vécu cet ascenseur, je suppose, émotionnel? Alors c'était très compliqué, d'autant plus qu'ensuite il faut se projeter. Et les prochains jeux, c'est 4 ans plus Plus tard. tard. Et donc 88, je trouvais que ça allait être long, quoi. Oui. On est déçu forcément, Mm. mais en même temps, il faut tout de suite rebondir, quoi. Donc étonnamment, ben, j'ai arrêté.
complètement le sport, l'haltérophilie. Je me suis marié, quelques mois après j'ai eu une petite fille et je me suis lancé à corps perdu dans le monde du travail en fait. Quel âge avais-tu à cette période-là? J'avais 26 ans. 26 ans. Donc grosso modo, on se rend compte quand même, c'est ça qui est assez fou, c'est qu'une décision d'un comité a mis fin à ce moment-là à ta carrière, ou entre parenthèses, pour t'offrir de vivre de nouvelles expériences Oui, j'aurais personnelles. pu continuer. C'est vrai que c'est relativement jeune, 26 ans pour un Oui. athlète de niveau et notamment en haltérophilie, dans beaucoup de sports d'ailleurs. Bon, la vie fait qu'à un moment donné, on pense aussi qu'il existe des choses, quoi. Et puis de toute façon, j'avais toujours en coin de tête le monde professionnel, puisqu'en fait, en même temps que j'ai quand même fait sport-études, j'ai passé des diplômes pour travailler, pour être dans le sport dans un premier Oui, temps. Mais oui, j'y pensais forcément, même pendant les périodes de haute compétition, on y pense. c'est certain, je Ouais, le on est comprends. obligé. Mais merci pour ce partage. Tu sais, tu as soulevé, si mes recherches sont bonnes, parce qu'il y a tellement de chiffres et de choses extraordinaires que tu as faites. J'en ai relevé une notamment, à savoir que tu avais soulevé jusqu'à 170 kilos à l'épaulé jeté pour 75 kilos de poids de corps. C'est quand même vertigineux. Qu'est-ce que tu as ressenti le jour où tu as battu ce nouveau record? C'est vrai que c'est une énorme émotion parce qu'en fait, c'est un chiffre tout rond, enfin tout rond, 170 kilos. Avant, j'avais fait 167 kilos 500. Et ça sonne pas pareil. C'est pas pareil. Et c'est vrai que le jour où j'ai tenté cette première barre, je me souviens très très bien, c'était une compétition en Allemagne. C'était un double sentiment. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que quand on bat un record, ben c'est facile. Ça paraît étonnant ça. Même 170 kilos. Parce que tout y est, la technique s'est bien enclenchée, tout était ouvert, enfin vraiment tout va bien à ce moment-là, et on ne ressent pas vraiment le poids de la charge. Alors que par exemple à l'entraînement, 10, 15 ou 20 kilos en dessous, bah c'est lourd. C'est l'adrénaline, tu penses, Alors il y a qui l'adrénaline, explique? oui, c'est probablement l'adrénaline, je pense, ouais. Et puis il faut quand même que tout soit aligné ce jour-là, quoi. C'est Hein, c'est vrai. normal. Hein. L'haltérophilie, c'est un sport de biomécanique. Biomécanique, ça m'intéresse. Ce Alors, mot, j'explique il ce est qu'est intéressant. la biomécanique. En fait, c'est la mécanique du corps humain, Oui, avec ses bras de levier, avec son centre de gravité. On a un enchaînement de muscles qui se mettent en branle, peu importe le sport d'ailleurs. Hein. Et on a ce qu'on appelle des chaînes musculaires qui se mettent en route. C'est-à-dire que quand on fait un geste, je sais pas, je vais faire un revers au tennis de table, et ben en fait, on a un ensemble de muscles qui se mettent en route, les uns derrière les autres. Il faut vraiment que tout ça se soit bien coordonné. En haltérophilie, il y a notre corps et puis il y a la barre. Et du coup, il y a deux centres de gravité. Il y a notre c'est vrai. centre de gravité à nous, puis il y a le centre de gravité de la barre à soulever. Donc tout ça, il faut que ce soit aligné, il faut qu'il y ait une bonne vitesse, il faut qu'il y ait une bonne coordination, que tous les muscles se mettent en branle les uns derrière les autres au bon moment, à un moment bien précis. Si on prend le premier mouvement olympique qui est l'arraché, c'est un mouvement extrêmement technique à moins d'un centimètre près, devant ou derrière, la barre elle tombe. Si on prend l'épaulé jeté, c'est moins grave, mais par contre il faut être beaucoup plus puissant. C'est une grande fierté d'avoir soulevé une barre aussi lourde, mais au niveau des sensations, ben c'est pas extraordinaire. Ça paraît bizarre, hein, ce que je dis. C'est paradoxal en fait, Mais c'est mais riche de sens. mais absolument. C'est riche de sens. Moi, ça me fascine pour le coup parce que, en transparence, j'avais pas vraiment cette connaissance de ce sport, mais elle m'a toujours assez émerveillée parce que je pense qu'il doit y avoir quand même une rigueur et une préparation de tous les instants, somme toute. Non seulement ça, mais en plus on a une fausse image de l'haltérophilie, qui est une image peut-être de sportifs pas très intelligents, c'est pas vrai ce que je vais dire, mais disons des bourrins. Bon, allez, je vais mettre ça entre. Voilà, hein, des On a types une qui soulèvent une expression. grosse charge, ben ben non, c'est pas ça l'haltérophilie. C'est très subtil en réalité. Juste de manière très anecdotique, mon fils n'en a jamais fait, ça lui a jamais plu, il a fait des hautes études, et il se trouve qu'à l'université où il se trouvait, eh bien, il y avait un petit jeune qui a dit, je vais faire une initiation haltérophilie, est-ce que ça peut intéresser quelqu'un? Bon, il a dit, allez, j'en ai jamais fait, allez, j'y vais, quoi. Il en a fait, 2 jours, je crois, ou deux petites matinées. Il m'a appelé en me disant, mais c'est un sport d'intellectuel. Comment ça se fait que ce soit aussi compliqué? Ben oui. Il avait une fausse image lui-même, parce qu'il voyait son père soulever des charges très lourdes. Et elle va pas monter toute seule, cette barre, hein, c'est pas possible. Hein. Il faut quand même penser à ce qu'on fait. Et une fois qu'on y a pensé, il faut plus y penser. C'est pareil bizarre. Il faut laisser
faire son corps. Mais c'est d'une finesse d'esprit, j'adore ce propos. Je pense que tu vas cultiver bon nombre de nos auditeurs. Ah, si je fais des... Ouais, super. Est-ce qu'il y a quand même, avant que tu n'arrêtes, avant cette expérience des JO, on va dire avortés, est-ce qu'il y a eu des moments de doute, des moments difficiles qui auraient pu, même avant cela, mettre un terme à ta carrière? Alors, il y en a eu plusieurs. Oui. Notamment à cette époque-là, on parle des années 80, enfin fin des années 70, début des années 80. Il y avait à l'époque, il faut s'en souvenir, un rideau de fer. Et il y avait donc des athlètes qui étaient, comment je pourrais dire, pas tout à fait naturels. Ah. Ça, c'était un gros problème en compétition internationale parce qu'on savait d'avance que de toute façon, on ne pourrait pas les battre parce qu'on n'était pas sur le même pied d'égalité par rapport à ça. Oui. Ensuite, il y a toujours de la concurrence en interne, hein, je veux dire au niveau national. Et à cette époque-là, on était très nombreux à faire des barres qui étaient presque les mêmes. Hein, donc, il fallait vraiment se battre. Et quand on ratait une compétition, oui, ça mettait le doute parce qu'on se disait, bon sang, qu'est-ce que j'ai raté, qu'est-ce que j'ai pas fait. Oui, bien sûr, bien sûr. Et puis il y a les blessures. Moi, j'ai eu de la chance, j'en ai quasiment pas eu. Mais le peu que j'ai eu, ce qui est terrible dans le sport de haut niveau, c'est que c'est un peu comme une Ferrari, quoi. Ça se dérègle pour un rien. Et c'est très gênant. Alors, il faut avoir une force mentale et d'esprit vraiment supérieure pour pouvoir régler ce petit problème, ce petit sable dans les rouages. Ouais. C'est ça. Donc oui, forcément, on a des moments de doute, mais il faut vite passer à autre chose. Sinon, on s'en sort pas. Comme on dit, remonter en selle, finalement, c'est ça. Le faire le plus tôt possible pour ne pas rester sur cette sensation d'échec. Mettre un grand coup de pied quand on est au fond de la piscine pour pouvoir remonter c'est une jolie et respirer. Jolie image. Ouais, alors, tu as eu une carrière où tu as fait des dizaines et des dizaines de choses. Nous y reviendrons sans doute un petit peu plus tard dans l'interview. Et moi, ce qui retient mon attention, c'est qu'après 38 années d'arrêt en soi, à l'âge de 64 ans, là où la plupart des gens pensent ne plus être capables de faire quoi que ce soit de leur vie, toi, tu décides de reprendre l'entraînement et de revenir sur le devant de la scène. Qu'est-ce qui a initié cette décision ? Un hasard, comme souvent. C'est vrai que depuis 38 ans, je n'avais pas trop regardé ce qui se passait en haltérophilie parce que j'avais vraiment coupé avec... Coupé complètement. Voilà. Ouais, complètement. Alors que je regardais vraiment de plus près les autres sports, mais là, je ne sais pas, j'avais pas trop envie. Par hasard, je tombe sur, je vois Championnat de France Master sur Bordeaux. Et je regarde les résultats. Et je me dis, bon sang, c'est pas terrible, quoi. Mais oui, sauf que j'avais pas bien compris que 38 ans après, on ne fait pas les mêmes performances. Donc, je me suis dit, bon, pourquoi je ne m'y remettrai pas, juste pour voir comme ça. J'arrive dans le Gers, je m'installe, je vois qu'il y a une salle... Alors, il ne faisait pas de l'haltérophilie, il faisait comment on appelle ça, du crossfit, hein, c'est un nouveau sport, hein, voilà. Mais il y avait un petit coin avec une barre olympique et puis un plateau. J'ai demandé si je pouvais m'entraîner, j'ai commencé, et là j'ai vu que c'était très lourd. Les barres étaient vraiment très lourdes. Mais quand même, la technique, je ne l'avais pas perdue. Donc, je me suis fait plaisir tout de suite. Et au bout de 6 mois, j'ai réussi les minima pour aller au Championnat de France et j'y vais, je gagne. C'est incroyable. C'était pas terrible, mais je gagne. Donc, je me suis dit, on va vraiment s'y remettre parce que je prends plaisir, quoi. Et puis, la compétition, c'est quelque chose qui, finalement, m'a manqué. Oui. Donc tout de suite, je retrouve des sensations, un environnement, une camaraderie au sport de haut niveau, et puis cette envie de gagner qui revient et qui me gagne, justement. Et du coup, tu avais le sentiment de prendre finalement ta revanche sur le passé ? Non, absolument pas, non. Oui. Non, c'est pas une revanche. C'est une nouvelle carrière, quelque part. C'est autre chose, c'est différent, c'est vraiment pas les mêmes, comment je pourrais dire, la même approche non plus. Tu as plus de recul, tu es plus posé, plus en sagesse. Alors, c'est étonnant ça, mais je suis beaucoup plus technique qu'avant. Okay. Puisque j'ai moins de puissance, moins de rapidité, moins de mobilité, c'est rien de dire. J'avais jamais été souple, hein, de toute façon. C'est un nouveau bien-être, c'est un nouveau départ, c'est un nouveau challenge. Et j'aime de toute façon, moi, les challenges. Donc, c'est parfait pour moi. C'est très bien. Tu as les yeux qui brillent. Oui, absolument. C'est communicatif, je trouve. Ah, mais tant mieux. Je ne vais quand même pas t'initier à l'haltérophilie. Et pourquoi pas C'est jamais. Mais bien sûr.
tout cas, j'ai fait du lancer de poids et du lancer de marteau. C'était là mes spécialités du Alors, passé. ce sont des sports extrêmement techniques. Violent, j'ai mal au dos. On est bien d'accord, mais j'ai toujours admiré les lanceurs, parce qu'il faut savoir que plus un sport est court dans le temps, plus il est technique. L'haltérophilie, ça dure 1 seconde. Un lancer de marteau, c'est très court. Un lancer de poids ou de javelot, c'est... Et pour moi, le plus technique de tous les sports, pour moi, hein, c'est le golf, c'est le swing de golf. Il y a des parallèles à faire avec l'haltérophilie et les lancers. L'ancrage au sol, le relâchement, enfin, c'est vraiment quelque chose qui me fascine. Tu vas rester en off, hein, on en discutera encore. Ah, ben, parce absolument. que ça me passionne, ça Et me j'ai rappelle, rencontré de très grands champions en plus dans ces disciplines-là. formidable. Donc on en a parlé longuement. Alors, en tout cas, moi, je ne les ai pas rencontrés, ces champions, mais j'en ai un en face de moi. Et ça, quand même, ça vaut l'or du monde. Depuis ton retour, du coup, tu as quand même enchaîné les titres. Tu as été champion de France 4 fois en master. D'affilée, oui. D'affilée, c'est ça qui est assez fou. Mais pas que, puisque tu as été champion d'Europe, champion du monde. De quel titre tu es le plus fier? On pourrait supposer que c'est peut-être celui de champion du monde, mais à quel moment est-ce que tu t'es senti, tu disais tout à l'heure, aligné? À quel moment tu as eu le sentiment vraiment que tu étais presque invincible finalement en rentrant sur Alors, moi, j'ai pas, le mot fierté pour moi, c'est non. Je peux pas dire que je sois fier de quelque chose. Hein. Je suis content, mais pas fier. C'est un peu différent. Et je suis satisfait parce que j'ai été au bout de mon rêve quelque part. Étonnamment, c'est pas le titre de champion du monde qui m'a fait le plus plaisir, c'est le titre de champion d'Europe. Parce que c'était le premier titre international depuis ma reprise. Oui. Et ça a été très compliqué parce que j'étais blessé. Il faut savoir que quand je suis monté sur le podium, on m'a porté. Et le médecin, entre l'arraché et l'épaule jetée, m'a dit on arrête. Parce que là, vous pouvez plus, quoi. Et moi, j'ai dit non, moi, je continue. Il m'a dit, je vous fais signer un papier, parce que moi, J'en réponds pas. Voilà, absolument. Et je gagne. Et je gagne, pas facilement, mais je gagne, quoi. Voilà. Le titre de champion du monde, étonnamment, ça s'est fait plus facilement, parce que en fait, il faut savoir aussi que dans ce genre de sport, l'intox se joue aussi pas mal. Et en fait, quand on s'inscrit dans une compétition internationale, notamment pour le championnat du monde, eh bien, on annonce la couleur à l'avance. Alors, il peut y avoir de l'intox, on va dire, mettre des charges moins lourdes ou plus lourdes, et tout le monde regarde. Et moi, j'avais mis la barre très très haute en disant, bah, je suis vraiment très 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 fort. Et j'ai par exemple, il y a un Américain, c'est un ami maintenant, hein, qui est venu me voir 10 minutes avant la compétition, mais dit, moi, je tire pas contre toi, t'es trop fort. Au mental, tu as réussi. Absolument. En fait, avant même la compétition, il avait déjà perdu lui. Donc du coup, il a pris un peu il a mangé pour pouvoir tirer dans la catégorie supérieure. Et il y a un Allemand qui m'a rien dit, qui a fait la même chose. Donc ce sont des sports, mais je pense que dans tous les sports ça doit être possible. On peut gagner dans les vestiaires, on peut gagner dans un couloir, et on peut gagner bien avant. Donc voilà, c'est assez étonnant, mais c'est comme ça. Donc j'avais mis la barre très très haute, je leur ai fait un petit peu peur, je veux dire, et ça ne réussit qu'une seule fois. Donc pour les prochaines séances, il faudra que je fasse différemment. T'as épuisé ton joker? Oui, mais j'en ai d'autres, j'ai d'autres cartes dans ma manche. Ouais, absolument. Okay. Ça fait partie du jeu. Hein. Tout à fait, parce que du coup il y a de la stratégie finalement. Oui, quand tu parlais d'intellect, on le ressent ici. Pendant l'échauffement, on se regarde tous. Oui. Pas en face, mais un petit peu Et si on voit qu'un adversaire est vraiment très à l'aise, on se dit qu'est-ce que je fais? Je prends un risque, je ne le fais pas. C'est un jeu, hein, c'est un véritable. C'est très tactique. C'est très tactique. En tout cas, cette tactique, elle te mène loin dans les objectifs que tu portes, puisqu'en 2025, tu vises le triplé France, Europe, monde. C'est quand même, moi je trouve, spectaculaire qu'à près de 67 ans maintenant. Dans une journée. Dans une journée. Dans quelques heures. Dans quelques heures. Ah ben même ça alors. Je te le souhaite pas en avance, mais alors le cœur. Le cœur y est. Vraiment. Est-ce que tu as conservé ce même moral de battant qu'à l'âge de 25 ans, ou au contraire il s'est presque renforcé avec les années? Je pense que c'est le même. Simplement, il est plus réfléchi. Hein, c'est un peu différent. Moi, je me rends compte que finalement, pour être très simple, rien ne me fait peur et je pars toujours gagnant avant même que le match soit commencé. En fait, moi, mon credo, c'est de dire personne ne me battra. Quoi. Voilà, allez. Tu visualises. Je vais gagner. Ouais, j'y vais, c'est pour gagner. J'y vais pas pour être deuxième ou troisième. Pourquoi je veux faire le triplé cette année? Tout simplement parce que l'année dernière,
Même si j'étais champion du monde, je n'avais pas pu aller au championnat d'Europe parce que j'étais un peu court au niveau du financement. Je cherche constamment des sponsors pour m'aider, quoi. Je comprends. Et là, j'avais pas pu. Donc, du coup, mon titre, il a été pris par quelqu'un d'autre qui, en fait, est moins fort que moi, quoi. Donc, je fais champion de France, je fais l'impasse sur le championnat d'Europe, je gagne le championnat du monde. Cette année, je veux tout. C'est aussi simple que ça. Je veux tout. Et c'est vrai que les gens qui ne me connaissent pas se disent, tout de même, il est un peu... Non, non, moi je dis ce que je fais ce que je dis. C'est aussi simple que ça. Tu es droit dans tes bottes. Oui, 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 je sais comment m'y prendre. J'ai beaucoup plus d'expérience qu'avant. Oui. Donc, non, il n'y a plus rien qui me fait peur là maintenant. Et puis, attention, hein, je m'entraîne, c'est très sérieux, c'est très cadré. Hein, faut pas non plus, ça sort pas comme ça du chapeau. Hein, je veux dire, non, non, il faut quand même Et on n'appelle se pas. préparer. Non, non, il faut être sérieux par rapport à ça. Je pense qu'il y a le physique, tu as sûrement l'alimentation, Mais tu as aussi si, le mental. oui, absolument. Mais si enfin, moi j'ai une immense confiance en moi, eh ben, on s'en sert. Hein. C'est aussi simple que ça. Il faut vraiment avoir une grande confiance, quoi. Oui. Parce que sinon, bah, après, ce sont des inhibitions, et tout ça, c'est parasite. Et moi, je retire tout ce qui est parasite. Et Oui. je ne garde que le positif. Toujours le positif. Le négatif, ça ne m'intéresse absolument pas. Ça, c'est extrêmement constructif. Tout ce qui relève du syndrome de l'imposteur, tu veux balayer ça. Hein. Sinon, on n'avance pas. Je comprends tout à fait. Oui. On a balayé pour beaucoup cette formidable carrière qui a été la tienne, mais on a laissé de côté un petit peu ce qui fait quand même ton histoire. Tu as eu un certain nombre de métiers en parallèle de tout ceci. Alors j'avais noté que tu avais travaillé en prison, que tu avais fait de l'enseignement à distance, que tu avais travaillé dans le cadre de chantier école, mais tu m'as parlé aussi que tu avais en off été chef d'entreprise. Dis-nous 2-3 mots en fait de tout ce que tu as ressorti de ces différentes expériences. Qu'est-ce qu'elles t'ont apporté? Ben, en fait, j'ai fait un transfert de ce que j'étais en sport. Oui, je l'ai transféré dans le monde du travail. Je garde cet état d'esprit, être le meilleur, faire le mieux possible et puis être un gagnant, quoi. Donc quand on est un chef d'entreprise, ben, ça veut dire qu'il faut vraiment aller de l'avant et puis il faut pas se louper parce qu'on a une famille, parce qu'on a des enfants et puis si on a mon état d'esprit, eh ben on veut gagner, quoi. Et j'étais dans la formation professionnelle, j'y suis resté 42 ans. J'étais prof de sport dans un premier temps, j'ai été formateur, j'ai effectivement travaillé dans les centres de détention, les maisons d'arrêt. Qu'est-ce que tu y faisais là-bas? En fait, je faisais de l'enseignement à distance et je chapeautais un chantier école. C'est-à-dire que les détenus qui allaient sortir dans quelques mois, on leur donnait une orientation professionnelle. Pour ça, ben, comme ils ne pouvaient pas sortir, il fallait que nous on vienne. Et alors on leur faisait faire du bâtiment, de la peinture, de la maçonnerie, tout ce qui était possible de faire dans un centre de détention. Hein. J'ai travaillé aussi pour des familles isolées, pour des personnes à mobilité réduite. J'ai vraiment fait beaucoup de choses, quoi. Et j'ai terminé comme l'équivalent d'un psychologue du travail, c'est-à-dire je m'occupais de placement, d'orientation pour un organisme professionnel qui s'appelle l'AFPA, qui est maintenant l'Agence pour la formation professionnelle des adultes, qui était l'association avant. Donc j'ai travaillé beaucoup pour le service public, en fait. Voilà. Et donc c'est sur cette dernière casquette que tu as terminé ta carrière professionnelle. Absolument, c'était en 2020, et à partir de là, je m'installe dans le sud-ouest, puisque j'étais en Bourgogne. Quelques mois après, c'est là où je vois effectivement sur Internet qu'il y avait... je ne savais même pas que ça existait, des compétitions master, quoi. Et je me dis, bah, il faut que je fasse quelque chose. Parce qu'en fait, même quand on a terminé et qu'on arrive à la retraite, très honnêtement, il faut s'occuper. Oui. Surtout quand on a une vie aussi active et évidente que Et la oui, tienne, puis c'est j'avais vraiment nécessaire. encore envie de faire des choses, quoi. Donc il fallait que je... Et puis là, ça tombait bien, ça tombait bien. J'étais déjà prêt. Et là, du coup, ce qui est assez intéressant, c'est que au-delà de la reprise de ce sport à haut niveau, qu'est l'haltérophilie, tu t'es mis à écrire. Et c'est quand même pas commun d'avoir un sexagénaire qui a autant de titres mondiaux, européens, France, dans un métier. Tu disais tout à l'heure que l'on peut ne pas immédiatement considérer comme intellectuel, et toi tu viens et tu démontres, tu viens casser tous ces clichés en te mettant à écrire, et notamment avec un ouvrage comme celui-ci, un recueil de nouvelles d'une haltérophilie. Tu en as écrit pas moins de 3, me semble-t-il. 3 romans, oui, avant celui-ci, ouais, absolument, ouais. Alors moi, je ne suis pas au départ un littéraire.
Hein, Oui. je suis même pas du tout. On peut pas dire que non, non. Plus un scientifique, puisqu'en fait, quand on est prof de PS, on passe par. Alors, ça n'existe plus, le bac D, ça s'appelait. Le bac D. Oui, Ouais, oui, c'est oui, oui, ça, oui, oui. voilà. Mais j'ai toujours aimé écrire, et d'ailleurs, j'ai emmené des petits carnets. En fait, quand mes enfants étaient petits, je leur faisais une chasse au trésor, et puis je faisais des petits carnets comme ça, avec une véritable histoire. Ah, c'est Euh, trop mignon. ouais, oui, donc là c'est un conte, celui-ci. Mais comme j'aimais qu'ils apprennent des choses quand même, donc chaque année il y avait un thème différent. Celui-ci, ben, ça se passe au XVIIe siècle aux Pays-Bas et on suit un petit garçon qui va voyager sur un bateau. Enfin voilà. J'en ai plein comme ça, j'en ai d'autres. Celui-ci, ben, ça parle des Phéniciens. Et donc voilà, j'ai toujours véritablement écrit, mais c'était toujours des petits textes. Et il se trouve que ma fille avait du mal à lire. D'accord. Mon fils lisait beaucoup quand il était petit, et je voulais qu'elle lise, quoi. Et alors je lui ai acheté des livres, mais ça, c'est pas ça, là, j'y arrivais pas. Et du coup, elle m'a dit, mais pourquoi tu m'écris pas, toi, un livre? Au moins, peut-être que je le lirai, quoi. Alors j'ai écrit un ou deux livres sur l'ordinateur. Au départ, une centaine de pages, et puis 120, 130, enfin voilà. Et puis j'ai été repéré parce qu'elle connaissait un auteur qui m'a invité et qui m'a dit, mais c'est très bien ce que vous écrivez, c'est super. Vous êtes édité où? Moi je dis nulle part. Eh ben il faut le faire absolument. Et du coup, je me suis pris au jeu et c'est quelque chose que j'adore, ce qui me détend. Après l'entraînement, j'aime écrire. Tu rentres dans ta bulle. Oui, et puis on voyage différemment. Et puis Oui. j'ai tellement voyagé depuis tout petit en fait. Donc j'ai vu les 5 continents, enfin j'ai vu beaucoup de pays, j'ai vu plein de choses, j'ai appris plein de choses. Et puis je suis curieux, donc j'ai amassé une immense masse d'informations, d'histoires, et bah, il n'y a plus qu'à les écrire. Il n'y a plus qu'à. Du coup, tu mets combien de temps à peu près pour écrire un livre? Alors, puisque je fais maintenant depuis 3 4 ans des salons littéraires, je discute beaucoup avec des auteurs, et en fait, on est tous différents. Je garde en tête un scénario complet. J'ai une écriture qui est très cinématographique en réalité, D'accord. avec des images, hein, voilà. Et une fois que mon livre ou ma nouvelle est en place, ben, je dirais que j'ai presque qu'à la copier dans mon esprit. Donc ça va très vite. Ah. Je peux écrire une nouvelle en 3 heures et je peux écrire un livre en 3 semaines, en m'y mettant 2 3 heures par jour. Enfin, c'est assez rapide. Ah, quand même. Donc, tu te mets vraiment à J'ai écrire une tout. fois que tu as cheminé. Ouais, en fait, j'ai tout. J'ai le début, j'ai la fin, et j'ai tous mes chemins, mes chemins de traverse, mes chemins vicinaux, mes grandes autoroutes. Enfin, tout ça, j'ai plus qu'à suivre, en fait, hein. Je reprends rarement mes textes. Oui, ça se fait d'un jet, quasiment. Enfin, G. ouais, Ok. Tu as quasiment. des correcteurs? C'est ta maison Alors, j'ai d'édition des qui te... correcteurs, j'ai des amis d'abord. Oui, J'ai oui, des amis oui. qui me corrigent parce que il se trouve que je suis pas très fort en orthographe. Et puis ensuite, ben, une maison d'édition, elle a ses propres correcteurs. Et puis voilà, il y a un échange comme ça. Et à la fin, on a le produit fini. J'adore quand tu parles de tes amis, tu le sais, j'écris également. D'ailleurs, c'est sur des salons littéraires Nous sommes que l'on s'est rencontrés, rencontrés, absolument. Silvio, et je les appelle mes petits bénévoles exploités. Ils sont Ah, adorables et les uns après les autres, ils m'offrent un retour critique et constructif et je crois que ça nous fait grandir. Je ne sais pas si tu es d'accord, mais ça nous offre un regard extérieur absolument. qui est C'est très nos premiers intéressant. lecteurs et dès qu'on voit que dans leurs yeux ça brille et que on voit que ça leur a plu, déjà on se dit c'est une première étape de passer. Ouais. Derrière, peut-être que encore ça va. Ça va cheminer Ouais, ça va cheminer, jusqu'au bout. absolument, Ok. absolument. Alors tu le sais, Silvio, cette émission, elle s'intitule Les coulisses de l'audace et je crois que là, on a démontré que tu faisais partie de ces profils hautement audacieux. Mais qu'est-ce que ça serait pour toi la définition de l'audace? Alors, oser, oser, oser. Quand j'étais formateur dans la formation professionnelle, je recevais des demandeurs d'emploi, mais pas que d'ailleurs, notamment les chômeurs de longue durée. Quand je leur posais la question de savoir qu'est-ce que vous savez faire, ils me disaient rien. Ah, Je ne sais rien faire. Alors, évidemment, après hmm. on discutait, on grattait un petit peu, et à la fin, je leur disais, mais vous avez tellement de compétences, vous savez tellement... Il ne vous manque une seule chose en fait, c'est l'audace de passer À l'acte. à l'acte, absolument. Ouais. Donc il y en a qui le font, il y en a qui ne le font pas, et ceux qui le font, on a des statistiques, 99% revenaient me voir en me disant, mais j'ai eu raison de le faire.
En fait, c'est ça l'audace. L'audace, c'est se dire, je peux le faire. Et je vais le faire. Et surtout, je vais le faire. Et puis, il faut pas avoir peur de se planter non plus. Je veux dire, c'est pas très grave, ça. En sport, on le sait très bien, ça. On se nourrit de l'échec. On le transforme et on en fait une qualité. On garde le positif dans l'échec. Voilà, c'est ça. C'est une tellement belle réponse. Merci beaucoup. Écoute, tu n'es pas encore en vacances. J'ai juste une ou deux petites questions, si tu veux bien Mais bien me les sûr, accorder. mais bien sûr. À savoir, quel message est-ce que tu passerais aux personnes qui ont désormais 60 ans et qui n'osent pas aller jusqu'au bout de leurs rêves? Quel message tu as envie de véhiculer? On peut faire le parallèle avec ce que je vivais dans le monde professionnel. Je veux dire, on peut tout faire, à mon avis, à tous âges. Il faut jamais se donner de limites. Il faut jamais se dire je ne peux pas, c'est pas pour moi. Non, il faut essayer. Par exemple, pour aller dans une salle de sport, le plus dur, je le dis tout le temps, c'est pas d'être dans la salle, c'est d'ouvrir la porte pour rentrer dans la Le salle. premier pas. Le premier pas, voilà. Donc, peu importe l'âge que vous avez, peu importe les problèmes physiques que vous pourriez avoir, mais c'est pas très grave. On peut toujours adapter les choses, et vous verrez que quelque part, chacun de nous est un champion, finalement. Voilà, ça, c'est une belle conclusion. Écoute, quels sont finalement le projet là le plus fou que tu as encore dans un coin de ta tête? J'en ai plusieurs. Il faut jamais s'arrêter à un seul projet. Au niveau du sport, évidemment, tu en as parlé. Je veux le tripler. Oui. Mais tout de suite après, je pense aux records, bien sûr, parce que j'ai envie de battre tous les records de France, les records d'Europe, les records du monde. Ben, c'est une évidence. Et d'un point de vue littérature, ben, j'ai envie d'être reconnu, parce que je fais des choses pour ça, finalement. Pour que les gens disent, ben, Silvio Cattaneo, c'est un vrai sportif, et puis en plus, c'est quelqu'un qui écrit bien, quoi. Peut-être que demain, j'aurai encore un autre challenge, j'aurai encore envie d'autre chose. Je ne sais pas. Mais oui, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Qu'est-ce que je peux, moi, te souhaiter comme meilleur vœu pour cette année? Eh ben, une réussite totale de Totale. tout ce que je veux entreprendre. Eh bien, écoute, je te le dis avec tout mon cœur. Que tu puisses obtenir tous les résultats pour lesquels tu travailles si dur. En tout cas, tu es une belle personne. Merci. Pour ce partage. Je peux te faire un bisou pour clôturer Alors, non cette seulement je t'y autorise, mais je t'y invite. Merci encore. À très bientôt. Bye bye.